pièges dans les flammes vont périr. 12 vont réussir à s'extirper de la fournaise par des fenêtres. Après cette catastrophe, les enquêteurs sur place vont tenter de comprendre pas à pas ce qui a bien pu conduire au pire. Voici la minute de vérité tout de suite sur Direct 8. Le rêve de tout skieur alpin. Des pistes accessibles en toute saison, y compris l'été. Et un funiculaire ultra rapide pour rallier le sommet. Mais le jour de l'ouverture de la station, le train flambant neuf prend subitement feu. En l'espace de 9 minutes, 155 personnes trouvent la mort. Un homme deviendra le héros de cette périlleuse opération de sauvetage. Aujourd'hui, grâce à une reconstitution en 3D, nous allons vous révéler ce qui s'est réellement passé. Les accidents ne se produisent pas sans raison. Ils sont le fruit d'une succession d'événements malheureux. Nous allons tenter de les démêler dans cette minute de vérité. L'Europe, l'Autriche, le village de Kaprun, le 11 novembre 2000. Des milliers de skieurs et de surfeurs se massent dans la station pour l'ouverture de la saison d'hiver. Kaprun doit sa popularité à son immense glacier, le Kitzsteinhorn. Ce dôme de glace qui ne fond jamais permet de skier même en été. Un funiculaire ultramoderne passe sous la montagne et dépose les skieurs 1500 mètres plus haut, au pied du sommet. À côté de la gare d'arrivée, un restaurant et une galerie marchande. 8h45 du matin. Skieurs et surfeurs fêtent le début de la saison. Certains allument des pétards. Thorsten Gredler, un pompier volontaire allemand, est là avec 49 membres de son club de ski pour le grand jour. C'était la première sortie de l'année 2000. Thomas Kraus vient de s'inscrire dans le club. Il se réjouit de découvrir le glacier. Pour rejoindre les pistes, les skieurs ont le choix entre le téléphérique classique et le funiculaire ultramoderne. La plupart du groupe a opté pour le funiculaire. Je me suis dit, ça ira plus vite. Il rejoint les 29 membres de son groupe dans la file d'attente du funiculaire. Les 3,8 km de trajet devraient prendre à peine 9 minutes, soit 4 minutes de moins que le téléphérique. 8h57. 161 passagers s'entassent à bord. Parmi eux, certains des meilleurs skieurs du monde. Sandra Schmidt, médaille d'or allemande de ski acrobatique. Et Sébastien Geiger, 14 ans, espoir dans la catégorie junior. Également à bord, toute une famille américaine. Michael Goodridge, commandant d'armée, Jennifer, sa femme, et leurs deux fils, Kyle, 5 ans, et Michael, 7 ans. Skieur expérimenté, Manfred Hiltel n'a aucune appréhension vis-à-vis du funiculaire. Je skie depuis des années. Je prends souvent le téléphérique, le télésiège ou le funiculaire. Je n'ai pas hésité une seconde. 9h02. Au poste de commande, le personnel regarde le train quitter la gare. Il traverse d'abord une gorge de 600 mètres avant de s'engager dans un tunnel escarpé qui gravit la montagne. Pour les passagers, le haut de la vallée et ses conditions de ski idylliques ne sont plus qu'à 9 minutes de là. Sauf qu'aujourd'hui, il en sera autrement. Le funiculaire a été mis en service en 1974. À l'époque, c'était une prouesse technique, une première du genre. Ces voitures passaient sous la montagne et gravissaient une pente de 30 degrés à 25 km/h.
En 1993, il est modernisé. On lui donne un look futuriste et profilé qui fait la fierté des stations autrichiennes. Le système est simple mais ingénieux. 2 rames font un va-et-vient. Pendant que la première monte dans le tunnel, la seconde redescend. Dans la gare supérieure, un moteur électrique puissant et un système de poulies retiennent les rames le long des rails. Aucune n'a de moteur ni de carburant. Il n'y a pas de conducteur, mais un simple machiniste à l'avant du train chargé d'actionner les portes. Chaque rame est composée de 2 voitures divisées en 8 compartiments séparés. Une cabine située à l'avant et à l'arrière du train permet au machiniste de permuter, suivant que le funiculaire monte ou descend. Il peut accueillir jusqu'à 180 passagers. Chaque jour, plus d'1 millier de skieurs empruntent ce funiculaire qui, en matière de sécurité, fait figure de modèle. Jusqu'à ce 11 novembre. 9 h 2 minutes 3 secondes. Les 161 passagers s'installent à bord du funiculaire. Thomas Kraus se trouve dans le dernier compartiment. 20 mètres après avoir quitté la gare, il repère quelque chose. J'ai tout de suite remarqué ce filet de fumée. On aurait dit que quelqu'un avait posé sa cigarette. Thomas se trouve à l'arrière de la rame, près de la cabine du machiniste qui ne sert qu'à la descente. La fumée commence à envahir le compartiment. D'abord inquiets, les passagers deviennent ensuite fébriles. Il n'y a pas de détecteur de fumée pour alerter le machiniste ou le poste de commande. Un passager essaie d'appeler à l'aide sur son portable. D'autres tambourinent contre la cloison de la rame. Mais personne ne les entend. 9 h 04. La rame entre dans le tunnel, empêchant les portables d'émettre. Il n'y a aucun moyen de prévenir le machiniste à l'avant du train. Il se trouve à plus de 50 mètres de là et n'a aucune conscience du drame qui se déroule dans le dernier compartiment. On voyait les flammes remonter les cloisons. Ensuite, le bruit a couru qu'il y avait le feu et les gens ont mesuré l'étendue du problème. 9 h 05. « 600 mètres après l'entrée du tunnel, la rame s'arrête brusquement. Le poste de commande appelle le machiniste pour savoir ce qui se passe. Mais il n'en a pas la moindre idée. Ce n'est pas lui qui a arrêté le train. « 9 h 5 minutes et 30 secondes. La dernière voiture s'emplit peu à peu de fumée toxique. Mais il n'y a aucune ouverture d'urgence des portes. Les 161 passagers sont pris au piège. Le village autrichien de Kaprun bénéficie de conditions de ski idéales. Mais en voulant rejoindre les pistes, 161 skieurs se retrouvent prisonniers dans un funiculaire en feu, au milieu d'un tunnel. 9 h 06. Alors que dans la cabine du machiniste, l'incendie fait rage, le reste de la rame se remplit de fumée. Thorsten Gredler fait partie des skieurs coincés dans le dernier wagon. Mon voisin, qui était aussi membre de notre club, a essayé d'ouvrir la porte en attrapant le joint en caoutchouc. Mais impossible d'ouvrir les portes. Certains commencent à paniquer. Thorsten et un autre passager tentent de briser les vitres avec un bâton de ski. Mais elles sont en plexiglas et résistent au choc. Il a eu un mal fou. Il a dû frapper de toutes ses forces pour arriver à percer un trou. Mais lorsqu'ils parviennent à casser la vitre et se croient enfin libres, ils découvrent une seconde vitre. De dangereuse, la situation devient critique.
Les flammes de la cabine envahissent le compartiment. Les passagers terrifiés n'ont nulle part où aller. « 9h08. Le machiniste à l'avant du funiculaire n'a toujours pas remarqué l'incendie. Il découvre soudain ce qui se passe. Il alerte le poste de commande et reçoit l'ordre d'ouvrir les portes et de laisser les gens sortir. À ce moment précis, la liaison est coupée et le poste de commande perd tout contact avec le funiculaire en feu. Le personnel du poste de commande n'a pas la moindre idée de ce qui se passe dans le tunnel. Entre-temps, Thorsten Gredler est parvenu à briser la vitre. Il plonge hors du train, suivi par les autres passagers. Je suis sorti le dernier. À ce moment-là, j'étais cerné par les flammes. Mais dans les autres compartiments, les passagers sont toujours bloqués. Certains restaient debout sans bouger. Ils étaient suffoqués par la fumée et totalement paralysés. « 9h11. Dans la gare, un employé du poste de commande demande de l'aide. Pour ceux qui ont réussi à s'extraire du funiculaire, le cauchemar continue. Il leur faut trouver une issue dans l'obscurité enfumée. Ils sont devant une question cruciale. De quel côté partir? Monter et s'éloigner de l'incendie? Ou bien descendre et traverser les flammes? Thorsten Gredler, qui est pompier volontaire depuis 25 ans, sait d'instinct qu'il vaut mieux descendre. J'ai sauté de la rame. Il faisait nuit noire. J'ai crié aux autres de se dépêcher de descendre. Et c'est là que j'ai repéré l'escalier de secours de l'autre côté du tunnel. L'escalier de secours rejoint la sortie, 600 mètres plus bas. Mais Thorsten doit d'abord traverser la voie avec ses chaussures de ski. Ma chaussure droite s'est prise dans la glissière et je n'ai pas réussi à la dégager. Thomas Kraus a déjà rejoint l'escalier lorsqu'il aperçoit son camarade en difficulté sur la voie et cerné par les flammes. Je suis revenu l'aider et on s'est dépêché de passer de l'autre côté. Une fois libre, Thorsten ordonne à Thomas, Manfred et aux autres de commencer à descendre. Mais l'escalier est raide et étroit, et les skieurs sont gênés par leurs énormes chaussures qui rendent la progression extrêmement lente. Il faisait sombre. J'ai trébuché parce que je n'arrivais pas à marcher. J'avais l'impression d'avoir les deux pieds dans le plâtre avec mes chaussures. Il m'était impossible de courir. Sur les conseils de Thorsten, les rescapés décident de rester groupés. En amont, le train en flammes. Ces câbles risquent à tout moment de céder et de précipiter sur eux une rame de 40 tonnes. Les 12 skieurs émergent enfin au grand jour. Ils sont épuisés, terrifiés, mais en vie. « 9h20. Les secours, arrivés sur les lieux, interviennent aussitôt. Manfred Hiltel, victime d'un malaise, est évacué de toute urgence. J'avais des blessures à la jambe et des plaies au genou et à l'épaule. J'ai été évacué par un hélicoptère de secours. Ils ont envoyé un secouriste qui m'a sanglé dans un harnais et je suis descendu comme ça dans la vallée. J'étais en état de choc, prêt à tourner de l'œil. Je me disais, c'est pas possible.
Les secouristes transfèrent Manfred dans une ambulance qui l'emmène d'urgence à l'hôpital. Mais il fait partie des 12 skieurs qui ont eu la chance de sauver leur peau. 9h23. 149 passagers et le machiniste du funiculaire sont toujours bloqués dans le tunnel en feu. Les secouristes affluent. 500 pompiers, 22 hélicoptères et 100 véhicules de sauvetage sont dépêchés sur les lieux. Mais l'entrée du tunnel se trouve assez haut dans la montagne. Les pompiers n'ont pas d'autre moyen pour y accéder que de longer les rails à pied. Ce qu'ils découvrent alors est terrifiant. La rame est en feu, de part en part. Et vu la chaleur extrême, le câble qui la retient risque de se rompre d'un instant à l'autre. Le train leur dévalerait alors dessus et irait s'écraser sur la gare de départ. 9h35. 30 minutes après le départ du feu, les pompiers sont obligés d'abandonner les opérations de sauvetage. Ils ordonnent l'évacuation de la gare inférieure. 149 passagers sont toujours bloqués dans le tunnel. C'est alors que par un terrible concours de circonstances, la catastrophe va s'étendre et menacer de nouvelles vies. Les opérations de sauvetage se sont jusque-là concentrées sur l'entrée du tunnel. Mais les secouristes reçoivent un appel de détresse de la gare d'arrivée, à plus de 2,5 km de là. Les techniciens signalent la présence de fumée à l'intérieur du bâtiment. Et pour ne rien arranger, une panne d'électricité générale. Toute la station se retrouve privée de courant. Les employés de la station font tout pour rétablir l'électricité. Mais la gare se remplissant de fumée toxique, ils sont obligés de sortir par une issue de secours. Privés d'électricité, la porte reste grande ouverte. Et la fumée ne tarde pas à envahir la galerie marchande qui regorge de monde. Le personnel évacue la gare et les boutiques. Des dizaines de gens s'enfuient, mais 4 personnes restent bloquées à l'intérieur. 10h10. Les hélicoptères déposent les premières équipes de secours au sommet. Les pompiers s'harnachent pour entrer dans le bâtiment envahi par la fumée. Fredrik Untergonschig est l'un des premiers sur les lieux. Le temps qu'on arrive au sommet, la situation s'était nettement dégradée. On s'attendait au pire. Tout était possible. 10h16. L'équipe de Fredrik entre dans la galerie à la recherche de survivants. On n'y voyait absolument rien. On avait l'impression de marcher en apesanteur. Heureusement, on a pris l'entrée de droite et on évite de tomber sur quelqu'un. Les pompiers trébuchent sur un ouvrier qui a perdu connaissance à 2 pas de l'entrée principale. Il respire à peine. Ils le sortent à l'air libre juste à temps. Il replonge dans le bâtiment enfumé. Malgré l'absence de visibilité, il trouve les 3 dernières personnes. Malheureusement, elles sont déjà mortes. L'épaisse fumée et la chaleur extrême empêchent les pompiers de continuer à avancer dans la gare et le tunnel. Le sauvetage des 149 passagers est provisoirement interrompu. Pour le chef des pompiers, Anton Brandauer, c'est une décision terrible. On était là avec 500 hommes et 60 ou 70 camions, mais on ne pouvait toujours pas agir. Midi. 3 heures se sont écoulées depuis le début de l'incendie. La situation reste dangereuse, mais le chef des pompiers décide d'envoyer 2 petites équipes de secouristes spécialement équipées à la recherche de survivants. Les hommes ignorent ce qui les attend dans l'obscurité enfumée. Une équipe atteint la rame qui redescendait dans la vallée au moment de l'incendie. À l'intérieur, ils découvrent les corps du machiniste et de l'unique passager. Plus bas dans le tunnel, les secouristes arrivent à la rame calcinée.
Tout autour, la voie est complètement détruite, les rails tordus et déchiquetés. Ils font alors une macabre découverte. Sur les 149 passagers bloqués dans le train, pas un n'a survécu. Ce qui aurait dû être une magnifique journée de ski s'est transformé en une épouvantable tragédie. Au total, 155 personnes ont péri. Seuls 12 skieurs ont eu la chance d'échapper aux flammes. C'est la pire catastrophe qu'ait connue l'Autriche depuis la guerre. Elle laisse des dizaines de familles endeuillées à travers le monde. Pour moi, le plus dur, ça a été d'annoncer aux familles qu'il n'y avait pas de survivants. C'était extrêmement douloureux. La plupart des corps sont impossibles à identifier. Dans certains cas, la police fera des recoupements avec des échantillons d'ADN prélevés sur les brosses à dents et les rasoirs récupérés dans les hôtels. Parmi les victimes, le commandant Michael Goodridge, sa femme Jennifer et leurs 2 jeunes enfants. La championne du monde de ski acrobatique, Sandra Schmidt et ses parents. Le jeune espoir du ski allemand, Sebastian Geiger, 14 ans, périra avec 3 autres membres de son club et leurs 2 entraîneurs. Mais comment un drame d'une telle ampleur a-t-il pu se produire? Cela reste un mystère. Tracté par un câble, le funiculaire n'a ni moteur, ni réservoir d'essence et ses appareils électriques n'ont qu'un faible voltage. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer l'incendie? En retraçant le cours de cette journée fatidique, nous allons vous révéler ce qui s'est réellement passé. Les images de synthèse vous emmèneront là où aucune caméra n'a pu s'aventurer, au cœur de la zone de l'accident. Le procureur de la région ouvre immédiatement une enquête sur les causes du sinistre. Il nomme Helmut Prader à la tête de l'enquête et recrute 12 hommes pour élucider le mystère. Leurs conclusions vont nous permettre de démêler le cours fatal des événements. Les enquêteurs commencent à chercher des pistes quant à l'origine du sinistre. Ils sont obligés de travailler sur la carcasse à l'intérieur du tunnel. En la déplaçant, ils risqueraient de détruire des preuves essentielles. Ils dégagent la 2e rame, épargnée par les flammes, pour effectuer des analyses. Construite à l'identique, celle-ci révélera peut-être une défaillance technique leur ayant échappé. Peu après le drame, les journalistes ont émis une série d'hypothèses sur les causes possibles. Le Times de Londres a laissé entendre que des surfeurs pourraient être en cause. Le journal a indiqué que certains avaient pu allumer des pétards pour célébrer le début de la saison de ski. Une plaisanterie de gosse a-t-elle pu provoquer ce brasier terrifiant qui a coûté la vie à 155 personnes? À ce stade de l'enquête, aucune piste n'est à exclure. Les enquêteurs emmènent Thomas Kraus sur la 2e rame pour qu'il leur montre l'endroit exact où il a vu le feu. Dans ma déposition, j'ai dit que ça ressemblait à une cigarette qui fume quand on la pose. Ça décrit bien la fumée qui sortait des boutons du tableau de bord. Ce tableau de bord se trouve au fond de la cabine. Les enquêteurs cherchent à savoir si quelqu'un a pu entrer à l'intérieur et y allumer un feu, accidentellement ou délibérément. Mais la cabine est isolée du compartiment des passagers. Le seul moyen d'accès, à partir du quai. Des témoins ont confirmé que la cabine était vide lors de son ultime voyage. Le machiniste se trouvait dans la cabine du haut, à l'avant du train. Le seul moment où quelqu'un aurait pu rentrer dans la cabine et allumer un feu, c'est pendant les 3 minutes durant lesquelles le funiculaire stationne dans la gare de départ. Les enquêteurs estiment qu'en si peu de temps, personne n'a pu entrer dans la cabine, allumer un feu et ressortir sans être vu.
Ils excluent également qu'un surfeur ou qu'un autre passager ait pu allumer le feu. Mais ils continuent de se focaliser sur la cabine arrière. Quelque chose y a forcément provoqué l'incendie. Mais quoi ? La commission autrichienne chargée des incendies enquête sur la manière dont un funiculaire sans carburant ni moteur a pu soudain prendre feu. Le passager Thomas Kraus a montré aux enquêteurs où le feu avait pris. Sur le tableau de bord de la cabine du machiniste qui contient des câbles électriques. L'équipe effectue des tests minutieux pour voir si un câble défectueux aurait pu provoquer une étincelle. Mais les câbles qui ont été remplacés au moment de la modernisation du funiculaire en 1993 sont tous enduits de produits ignifugeants qui auraient stoppé les flammes. Le nouveau système électrique des rames est de toute évidence conforme aux normes de sécurité anti-incendie. Les enquêteurs n'en continuent pas moins d'éplucher les rapports de la rénovation de 1993. Et ce qu'ils découvrent alors les stupéfie. Lorsque le funiculaire a été rénové, le confort des cabines a été amélioré. Des radiateurs électriques soufflants ont été installés pour chauffer les cabines pendant les mois d'hiver, où les températures descendent jusqu'à moins 20 degrés. Ces radiateurs sont justement situés sous le tableau de bord, où la fumée a été repérée au départ. En examinant la notice, les enquêteurs mettent à jour une grave négligence. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sont des radiateurs conçus pour des habitations, pas pour des véhicules en mouvement. L'installation de radiateurs domestiques sur le funiculaire est-elle responsable de l'incendie? Les enquêteurs examinent alors les radiateurs de la deuxième rame et découvrent un élément important. La grille de protection de l'hélice est cassée, ce qui signifie qu'elle peut facilement se coincer dans le cadre en plastique du radiateur et prendre feu. D'autres tests montrent que 4 radiateurs sur 5 présentent la même anomalie. Pour les enquêteurs, c'est un pas décisif, mais qui ne suffit pas à boucler l'enquête. Un radiateur défectueux serait capable de provoquer un départ de feu. Mais sans carburant à bord, comment celui-ci pourrait-il dégénérer en un incendie capable de faire fondre la structure en aluminium d'une rame et de tordre ses rails en acier? Les enquêteurs sont perplexes. Mais l'un d'eux tombe sur une flaque d'huile sur la voie. Il remonte la trace jusqu'à la sortie du tunnel. Un échantillon est envoyé au laboratoire pour des analyses. Il s'agit apparemment du liquide de frein similaire à celui utilisé dans le système de freinage du train. C'est un produit hautement inflammable. Le professeur Joseph Negez, spécialiste des funiculaires. Il n'y a pas d'autre explication. Cette huile provenait de la rame calcinée. Comme les nouveaux radiateurs des cabines, le système hydraulique a été changé au moment de la modernisation de 1993. « 120 litres d'huile circulent dans les 61 mètres de circuit hydraulique sous le funiculaire. Mais comment ce liquide a-t-il pu se déverser sur la voie? Souvent, les circuits hydrauliques ne sont pas complètement étanches. Un peu d'huile a sans doute pu s'échapper. Mais comment ce liquide a-t-il pu entrer en contact avec le radiateur abîmé? Il se trouve après tout à 2 endroits complètement différents. Les enquêteurs passent la deuxième rame au peigne fin et découvrent de nouveaux indices importants. Le tableau de bord de la cabine possède un manomètre hydraulique. Et les durites qui l'alimentent ne passent qu'à quelques centimètres du radiateur défectueux.
En cas de fuite, quelques gouttes d'huile auraient pu couler sur le radiateur. Est-ce la découverte capitale que cherchent les enquêteurs? Ils vont désormais pouvoir reconstituer le fil des événements qui ont conduit au drame. 14 minutes avant la catastrophe. Les 161 skieurs montent à bord du funiculaire. Dans la cabine arrière, un filet d'huile coule déjà sur le radiateur qui se met automatiquement en route lors des arrêts dans les gares. Un vice de fabrication provoque la surchauffe de l'appareil. Un filet d'huile dégouline sur la résistance chauffée au rouge. Personne ne remarque le feu avant que le funiculaire ne quitte la gare. Plus que 9 minutes. Lorsque le funiculaire s'ébranle, le radiateur s'éteint automatiquement. Mais il est déjà trop tard. Dans la cabine, le feu se propage. Thomas Kraus se trouve non loin du tableau de bord. Ce qui m'a alerté, ce sont les filets de fumée qui s'échappaient du tableau de bord. « 7 minutes. Alors que la rame s'approche du tunnel, les flammes du radiateur font fondre le tuyau qui fuit. L'huile jaillit du tuyau, se répand sur le sol plastifié et s'écoule sur les voies. Au moment où la rame s'engage dans le tunnel, le feu redouble, alimenté par le liquide de frein hautement inflammable. Plus que 6 minutes. 600 mètres après l'entrée du tunnel, le train s'arrête brusquement. À l'avant du train, le machiniste ignore qu'il y a un problème. Mais pourquoi le train s'est-il arrêté? C'est ce que les enquêteurs veulent désormais savoir. En examinant le système de freinage du train, ils s'aperçoivent qu'il comprend un dispositif d'arrêt d'urgence. Si la pression diminue, comme dans le cas d'une fuite, les freins se bloquent automatiquement, contraignant le train à s'arrêter. En temps normal, c'est un dispositif plutôt utile. Mais là, il va immobiliser le train sous le tunnel à 600 mètres de toute intervention possible. Les enquêteurs savent qu'une fuite occasionnant une baisse de pression de 20% déclenche l'arrêt automatique du train. Cela laisse plus casser de liquide inflammable à bord pour provoquer un incendie mortel. Des morceaux de radiateurs incandescents tombent sur le sol plastifié et enflamment les flaques d'huile. Plus que 4 minutes. Des fumées toxiques suffocantes envahissent le dernier wagon. Derrière elles, un rideau de flammes, attisé par des jets de liquide de frein. Certains passagers tentent alors de s'enfuir. Mon voisin a dû frapper de toutes ses forces pour arriver à percer un trou dans la vitre. Plus que 3 minutes. Le machiniste remarque enfin les flammes à l'arrière de la rame. Il alerte le poste de commande qui lui dit d'ouvrir les portes pour laisser les gens sortir. Puis la communication est coupée. En fait, il y a une panne d'électricité générale. Dans toute la station, les bennes s'arrêtent. Les perches des téléskis s'immobilisent. Les portillons automatiques se bloquent. Ce n'est pas une coïncidence. Les enquêteurs vont découvrir que tout cela est dû à l'incendie. Les flammes ont fait fondre les gaines d'un câble de 16 000 volts le long des voies souterraines, provoquant un gigantesque court-circuit dans toute la station. Vu le nombre de victimes, tout le monde veut aujourd'hui savoir si le machiniste a eu le temps d'ouvrir les portes des voitures. La réponse viendra d'une découverte macabre. L'enquête a montré que les portes avaient bel et bien été ouvertes, puisque tous les corps des passagers ont été retrouvés à l'extérieur des voitures.
Pour les enquêteurs, ça signifie que le machiniste s'est servi de la commande manuelle autonome pour débloquer les portes. Mais sur les 161 passagers, 12 seulement ont réussi à sortir du tunnel vivants. Pourquoi ? Qu'est-ce que ces 12 rescapés ont fait de plus que les 149 autres victimes des flammes ? L'incendie ravage le funiculaire autrichien, emmenant les 161 skieurs en haut des pistes. 3 minutes avant le drame. 12 des passagers ont réussi à s'enfuir après avoir brisé les vitres et sauté hors du compartiment. Le machiniste a ensuite ouvert les portes en utilisant la commande manuelle, libérant le reste des passagers des wagons en flammes. Mais les enquêteurs savent que tous ces gens, 149 au total, ont trouvé la mort. Une question hante les esprits. Pourquoi certains ont-ils réussi à s'enfuir alors que d'autres ont péri? D'autant plus que beaucoup étaient des sportifs bien entraînés, certains même des champions de ski. Aucun d'entre eux n'a fait plus de 142 mètres. Les secouristes ont découvert le corps de la championne de ski, Sandra Schmidt, à 62 mètres de la rame calcinée. C'est le japonais Toshima Sase qui est allé le plus loin. Son corps a été retrouvé à 142 mètres des voitures. Mais la plupart des victimes gisaient à moins de 15 mètres du funiculaire. Les enquêteurs veulent savoir comment les 12 survivants ont pu parcourir plus de 600 mètres pour se mettre à l'abri, alors que d'autres ont péri à quelques mètres de la rame. Pour en avoir le cœur net, ils étudient d'autres grands incendies de tunnels. La réponse tient à la conception particulière du tunnel de Kaprun. Celui-ci présente une pente de quasiment 30 degrés. Autrement dit, au départ, l'incendie ne s'est pas comporté comme un incendie de tunnel type. Le professeur Richard Bettis, qui étudie les incendies de tunnels depuis 17 ans, connaît bien le problème. Ce qu'il faut savoir dans les incendies de tunnels classiques, c'est que la fumée et la chaleur ne peuvent aller nulle part. La fumée monte et se propage dans les deux sens. Mais si le tunnel est en pente, toute la fumée partira vers le haut. Et la direction de la fumée est essentielle pour les passagers qui viennent de sortir du train par les portes désormais débloquées. Mais ils sont face à un cruel dilemme. De quel côté partir? Descendre vers le feu et la fumée par un escalier raide? Ou monter pour s'éloigner du brasier? Seules 12 personnes décideront de descendre. Les 149 autres monteront toutes, persuadées de se mettre à l'abri. Mais c'est de ce côté que la fumée se dirige, dans un tunnel transformé en cheminée géante. Stan Ames, spécialiste des incendies, reconnaît qu'ils étaient condamnés. Le feu est toujours imprévisible. Il fait le contraire de ce qu'on attend de lui. En prenant la décision de monter, ces skieurs sont allés vers la fumée, vers les gaz toxiques et la chaleur. En un mot, vers une mort certaine. Les enquêteurs s'aperçoivent que la plupart d'entre eux n'ont pas fait plus de 15 mètres. Non pas à cause de la chaleur, mais à cause des gaz mortels contenus dans la fumée. La substance la plus dangereuse dans la fumée, c'est l'oxyde de carbone. Quand on en inhale, il se mélange à votre sang et se fixe sur l'hémoglobine, ce qui empêche le sang de transporter l'oxygène. Reste à savoir pourquoi les 12 rescapés ont décidé de descendre. La raison? Ils étaient guidés par Thorsten Gredler, un pompier.
Je leur ai crié de descendre. Ce qu'il faut faire devant de la fumée, c'est comme une seconde nature chez moi. Cet homme, pompier volontaire depuis 25 ans, sait que s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils passent sous le rideau de fumée. Alors que les passagers se précipitent hors des voitures, il leur hurle d'aller vers le bas. Mais l'un d'eux, Hermann Geier, n'entend pas Thorsten et se met à courir dans l'autre sens. Puis tout à coup, j'ai entendu Thorsten crier « Vers le bas, tout le monde !» Ça m'a sauvé la vie. Mais alors que les 12 skieurs progressent le long du tunnel, la catastrophe est loin d'être terminée. L'incendie s'apprête à faire de nouvelles victimes, des gens qui n'étaient même pas dans le funiculaire. La plupart des gens pensent que plus on est loin de l'incendie, moins on court de risques. Mais dans ce cas précis, les gaz toxiques émis par le feu sont remontés sur toute la longueur du tunnel, menaçant la vie des gens dans le restaurant et la station à 2,5 km de là. C'est comme d'être attaqué depuis l'autre bout de la ville. Attisées par un formidable appel d'air à l'entrée du tunnel, les flammes produisent une fumée qui remonte à 144 km/h. Au passage, le nuage toxique engloutit la deuxième rame, asphyxiant le machiniste et son unique passager. Il se déverse ensuite en haut du tunnel, faisant 3 nouvelles victimes dans la gare d'arrivée. C'est une telle tragédie que les enquêteurs voudraient empêcher qu'elle se reproduise. Ils veulent savoir si elle aurait pu être évitée. Mais en examinant les dispositifs de sécurité du train, ils font une découverte qui choquera l'Autriche entière. Les inspecteurs se rendent effectivement compte qu'il manque les équipements de sécurité les plus élémentaires. Les voitures n'ont pas de détecteur de fumée. Les 2 extincteurs se trouvent dans la cabine, hors de portée des passagers. Il n'y a aucun moyen de contacter le machiniste et il n'existe pas de poignée d'arrêt d'urgence. Pourquoi si peu d'équipements de sécurité? Dans les années 1900, lorsque les funiculaires sont apparus, il n'y a jamais eu d'incendie à l'intérieur d'une voiture. Les gens se disaient par conséquent qu'un accident de ce genre était impossible. Les enquêteurs s'aperçoivent que le funiculaire répond bien à des normes de sécurité, mais que celles-ci sont complètement obsolètes. Elles ne tiennent aucun compte des équipements installés sur les rames lors de leur modernisation. Le système de freinage hydraulique et l'installation de l'électricité sont 2 innovations qui augmentent grandement les risques d'incendie. Mais la faute la plus grave des constructeurs a été d'installer des radiateurs totalement inadaptés dans les cabines des machinistes. « 16 prévenus sont par conséquent mis en examen pour négligence, ayant indirectement causé la mort de 155 personnes. Le procès s'ouvre le 19 juin 2002. Ils affirment pour leur défense qu'ils ont pris toutes les précautions nécessaires et que l'incendie était impossible à prévoir. Leur acquittement en février 2004 pour insuffisance de preuves à leur encontre fait énormément de bruit. Les familles des victimes sont effondrées. Suite à la catastrophe de Kaprun, les normes de sécurité en vigueur sur les funiculaires sont renforcées dans toutes les Alpes. Ce train dans la station de Pitztal est du même modèle que celui de Kaprun, mais il est équipé de caméras permettant aux machinistes de voir les passagers. Ces derniers peuvent utiliser leur portable sous le tunnel. Et il y a un interphone, des poignées d'ouverture d'urgence des portes et des marteaux pour briser les vitres. Aujourd'hui, tout cela paraît évident.
Thorsten Gredler, qui a brisé les vitres du train et a sauvé la vie à 11 personnes, fait aujourd'hui figure de héros. Mais il a du mal à supporter de s'en être sorti alors que tant d'autres sont morts, dont 20 membres de son club de ski. Quand je descends ma rue, je passe forcément devant 2 ou 3 maisons où je sais que dans un cas, ils ont perdu une fille, dans un autre, un père et sa fille. Je n'arrive pas à m'y faire. De nombreux rescapés ont trouvé le courage de retourner sur les pistes. Je continue à faire du ski. Au départ, j'ai trouvé ça dur. Ce qui est sûr, c'est que je ne reprendrai jamais le funiculaire. Quand je suis au travail, je n'ai pas le temps d'y penser. Mais la nuit, les souvenirs reviennent. Le drame du funiculaire de Kaprun était inéluctable. Ce 11 novembre-là, il aura suffi d'une simple défaillance dans un radiateur pour déclencher une série de catastrophes. Le radiateur surchauffe et enflamme les 120 litres de liquide de frein. L'incendie se propage dans les voitures et répand des tourbillons de fumée qui remontent le tunnel sur 2,5 km, causant la mort de 155 personnes. Aujourd'hui, une nouvelle télécabine a été mise en service pour emmener les skieurs en haut des pistes. Les touristes profitent à nouveau des conditions exceptionnelles offertes par le superbe glacier du Kitzsteinhorn. Lentement mais sûrement, la station reconstruit son image. Mais le funiculaire de Kaprun n'a jamais rouvert. Ce soir à 17h50, revivez la Minute de Vérité. Au cœur d'Oklahoma City, une bombe de plus de 2 tonnes éventre un bâtiment fédéral de 9 étages. Bilan, 168 morts.